Salut! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu galères avec le management. C'est un long sentier à suivre, viens, je vais t'expliquer. Tu ne dois sûrement pas reconnaître ces visages, mais tu as probablement entendu parler de ces personnages. Ce sont les précurseurs du management. Voici un topito pour te les présenter. Tout d'abord, nous avons Adam Smith. C'est la première personne ayant donné la première approche du management, notamment à travers la division du travail et la spécialisation des tâches. Cela consiste à répartir les tâches entre les différentes entités d'une société. Puis, ensuite, nous avons Frederick Taylor, la personne qui t'a fait foirer ton épreuve d'éco. Il a apporté une dimension scientifique de l'activité où les responsabilités sont définies selon les compétences de chacun. On a également Max Weber, notre Allemand préféré. C'est l'un des premiers à avoir établi une définition sociologique du terme à travers des modèles théoriques d'organisation. Selon lui, le management comporte des tas de règles et de normes. Et enfin, nous avons Mary Parker Foley. Vous vous en souvenez pas? Ça tombe bien, moi aussi. Elle a défini ce terme comme étant psychologique en disant que tout dépend des comportements de chacun. Selon elle, l'humanisme est avant tout. Le lean management, ce nom ne te dit rien? On t'a déjà perdu? Pas de panique, nous allons t'éclairer. Tu le sais sûrement, mais l'entreprise doit être capable de répondre à absolument tous les désirs de ses clients, de livrer les produits à temps, fais pas l'étonner, on sait très bien que tu guettes ton colis tous les jours sur Colissimo, donc respecter les délais, mais aussi la quantité, tout cela en limitant les coûts. Une entreprise qui respecterait ces trois conditions serait parfaite. Autrement dit, pour faire plus simple, le lean, c'est l'idéal. Pour avoir cet idéal, l'entreprise doit s'améliorer en continu afin d'établir un service idéal à leurs clients. Alors oui, n'hésite pas à remplir le questionnaire de satisfaction, ça peut sauver des vies. Bien sûr, comme la perfection n'existe pas, l'entreprise rencontre plusieurs difficultés qui sont vues comme des opportunités d'amélioration. Bye bye le mot échec. De plus, les salariés sont une équipe. Ils travaillent tous ensemble afin de réduire le gaspillage, c'est-à-dire la surproduction, défaut de fabrication et perte de temps. L'entreprise va donc supprimer l'activité à valeur non ajoutée. En bref, c'est le management parfait où l'homme est au centre. Attention, il ne faut pas oublier le mou organisationnel. Puis certaines entreprises telles que Google, Twitter ou encore LinkedIn fonctionnent avec le management OKR. En bref, ça n'attire pas n'importe qui. Le problème dans beaucoup d'entreprises, c'est que les priorités établies par la direction ne sont pas vraiment communiquées aux salariés. Du coup, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Puis l'OKR est arrivé. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Le modèle OKR, c'est deux mots, objectif et résultat, dans le but de rapporter un maximum d'argent aux actionnaires et faire une évolution continue. Jusque-là, rien de bien nouveau. Mais la règle d'or pour lier ces deux mots, c'est la transparence. L'objectif global doit être communiqué à toute l'équipe qui, à leur tour, se fixe leur propre objectif. Ainsi, tout le monde connaît les objectifs de tout le monde. Et ce n'est plus uniquement le manager qui définit les objectifs. L'homme est également important dans ce modèle, car on lui laisse de l'autonomie et donc un certain épanouissement personnel, ce qui peut aider à une évolution continue dans l'entreprise. Pour l'histoire, l'autonomie du salarié a été rendue possible après les 30 Glorieuses. Il ne suffisait plus de produire massivement, mais de produire avec une certaine qualité. Les salariés doivent être polyvalents et savoir proposer des idées d'amélioration. Et pour le manager, il n'est plus simplement là pour surveiller le travail, il est maintenant sur le terrain et propose des solutions. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette réunion annuelle. Donc aujourd'hui on va parler de la différenciation par le haut. C'est notre projet de l'année. Ces dernières années on a fait plutôt une déviance par rapport à notre image de marque. Donc on veut redevenir une marque de haut de gamme, donc notez-le bien. On veut être jeune, élégant, avec un luxe semi-accessible. Le but c'est qu'on continue à faire la fierté des classes bourgeoises, des sportifs qui souhaitent marquer leur classe sociale tout simplement. Donc, chers responsables régionaux, soyez persévérants avec vos équipes. Le but est de remplir nos objectifs de l'année. Donc, nos objectifs ce trimestre, c'est directeur de magasin et de nous repositionner afin de ne pas avoir une image trop vieillissante, notamment grâce à notre communication par les réseaux sociaux. De plus, nous souhaitons élargir notre gamme en créant de nouveaux polos. Donc, je compte sur vous pour en faire des best-sellers. On va également conquérir de nouveaux marchés à l'international en ouvrant 20 boutiques dans le monde. Alors ne doutez pas, foncez, encouragez vos vendeurs, ils doivent être en accord avec notre image et nos valeurs. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Suite à la réunion avec notre directeur régional, nous avons eu des instructions. Il va donc falloir accompagner le client de A à Z, il faut être à son écoute, le conseiller, le suivre durant ses achats. J'ai confiance en vous, donc ayez confiance en vous. Nous allons maintenant différencier le manager du leader. Un manager est un statut dans une entreprise. Il définit des objectifs et organise le travail afin d'atteindre les objectifs voulus. Pour cela, il va valoriser les compétences de ses collaborateurs.
Il fixe des objectifs, il sait déléguer et faire confiance, il est à l'écoute de son équipe, il sait reconnaître l'échec comme la réussite et il montre l'exemple. Pour le leader, c'est une reconnaissance. Ses réalisations et ses idées ont construit sa notoriété et lui confèrent du pouvoir. Il va diriger en son sens, guider les gens grâce à son charisme. L'importance pour lui, c'est la réussite et il aime le changement. Les leaders ont une vision, les managers ont des objectifs. Les leaders aiment le changement, les managers préfèrent l'amélioration. Les leaders prennent des risques et le manager contrôle les risques. Idée reçue. On voit le manager comme un simple messager entre la hiérarchie et les employés. Faux! Nous verrons par la suite qu'être un manager, c'est bien plus que ça. Cas très exceptionnel, le manager peut être l'actionnaire principal et donc il n'a plus de compte à rendre sauf devant le conseil d'administration. Dans une PME, le chef d'entreprise ou manager général, le patron quoi, va prendre beaucoup de responsabilités dans beaucoup de domaines puisque la structure le lui permet. Dans le cas où il y aurait un manager intermédiaire, il aurait une part de décision très mince au sein de l'entreprise. Dans une grosse structure, le manager sera moins sur le terrain et plus dans une démarche de résolution de problèmes. Le manager doit négocier les contours de son poste au préalable, revoir ou redéfinir avec sa hiérarchie les objectifs et les outils à sa disposition pour atteindre leur but. Pour résumer, le manager doit satisfaire les attentes de sa hiérarchie, mais le rôle du manager est surtout d'offrir aux employés le moyen de réaliser dans les meilleures conditions les objectifs demandés. Génial! Enfin, dernière étape, les commerciaux se divisent en deux branches, B2B et B2C. En B2C, nous avons le vendeur au particulier, puis nous avons le vendeur en magasin chargé de l'accueil et de la présentation du produit. Pour le B2B, le vendeur technico-commercial. En plus de promouvoir le produit, il a la capacité d'approfondir les avantages techniques liés à son utilisation. Le vendeur grand compte, pour les grandes entreprises, gère de très gros contrats qu'il signe sur du long terme. Désormais, nous avons aussi de nouveaux procédés de vente qui se sont développés, comme les conférences auprès des clubs ou avec les réseaux sociaux. Le lobbyiste est un acteur informel du système qui a un fort pouvoir de décision et d'influence sur les entreprises, mais chut, il ne faut pas en parler.